Voici le dernier moment de Jean-Paul Belmondo, un géant du cinéma français réduit à l'ombre de lui-même, dans un silence que personne n'osait briser. Avant de mourir, il n'a rien dit. Mais son corps, lui, criait la vérité que le monde refusait d'entendre. Le héros invincible était en train de perdre une bataille qu'il ne pouvait plus feindre de gagner. Le 6 septembre 2021, à Paris, dans son appartement paisible, Jean-Paul Belmondo rendait son dernier souffle. Il avait 88 ans. Officiellement, la cause de son décès était une grande fatigue. Mais en réalité, c'était un lent naufrage amorcé bien avant ce jour fatal. Les complications d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2001 avaient, au fil des ans, grignoté l'énergie de cet homme qu'on croyait indestructible. Sa famille savait, ses proches savaient, mais le public, lui, ne voulait pas y croire. Ce que personne n'a vraiment raconté, c'est que Jean-Paul Belmondo, Bébel pour les intimes, n'était plus que l'ombre de l'homme flamboyant qu'il fut. Ses apparitions publiques s'étaient raréfiées, ses discours s'étaient faits plus courts, et derrière les sourires, il y avait la lutte constante d'un homme diminué, mais trop fier pour l'admettre. Et pourtant, jusqu'à la fin, il a refusé l'apitoiement. Il voulait rester debout, même en silence. Il voulait que l'on garde de lui l'image du cascadeur, du boxeur de cinéma, du voyou au grand cœur, pas celle d'un vieil homme brisé par la maladie. Cette volonté farouche d'effacer ses douleurs du regard du public en dit long sur sa conception du mythe, de l'icône et du secret. Aujourd'hui, en revenant sur ces derniers instants, une question brûle les lèvres. Pourquoi ce silence ? Pourquoi avoir caché à ses fans l'étendue de sa souffrance ? Était-ce par pudeur ou par orgueil ? La réponse se trouve peu, être dans les années qui ont précédé sa mort, dans cette descente silencieuse vers l'invisible. Et si la vérité sur la fin de Jean-Paul Belmondo était bien plus tragique que ce que l'on nous a dit, il fut un temps où Jean-Paul Belmondo dominait les écrans comme un lion dans son royaume. Des années 1960 aux années 1980, il était plus qu'un acteur, il était un phénomène. Chaque film où il apparaissait devenait un succès. Chaque cascade qu'il exécutait lui-même relevait du spectacle vivant. Il ne jouait pas des rôles, il les incarnait avec une intensité brute, une virilité rieuse, une insolence romantique que seule la nouvelle vague savait capter. Dans À bout de souffle de Jean-Luc Godard, il est Michel Poicard, voyou insolent au sourire narquois, clope au bec et regard insolent. Ce rôle bouleversera l'histoire du cinéma français. Et ce n'était que le début. Le cinéma français ne jure alors que par deux figures. Alain Delon, le félin glacé, et Belmondo, la bête chaude. Deux esthétiques, deux mythes. Mais Belmondo, lui, avait ce que les autres n'avaient pas. Cette capacité à passer du théâtre classique au polar moderne, des films d'auteur aux comédies populaires, sans jamais trahir sa nature profonde. Il était à la fois l'ami du peuple et le chouchou des critiques. Mais dans cette ascension fulgurante se cachait une blessure plus profonde. Belmondo n'était pas qu'un corps intrépide. Derrière la force, il y avait une peur, celle de l'oubli, du silence, de la mort lente. C'est peu, être pour cela qu'il n'a jamais cessé de tourner, de bouger, de sauter d'un toit à un autre, comme s'il fuyait quelque chose que seul le temps pouvait lui reprendre. Au fil des décennies, il devient une légende vivante. Il est décoré, honoré, adulé. Mais l'homme derrière le mythe commence, doucement, à disparaître. Ses blessures s'accumulent, son corps se fatigue. Et puis, en 2001, l'accident. Un AVC le frappe de plein fouet. L'homme des cascades est foudroyé par un mal invisible. Il survit, bien sûr, mais ce n'est plus le même Belmondo. À ce moment-là, un autre film commence. Celui que personne n'a vraiment vu, car il se jouait loin des caméras. Le film d'un homme diminué, qui doit apprendre à exister sans ses armes habituelles. Le mouvement, la voix, l'énergie. Ce contraste entre l'image éternelle de Bébel et la réalité douloureuse de ces dernières années introduit un thème profondément humain. Que reste-t-il d'une icône quand le corps dit stop ?
quand la célébrité ne suffit plus à cacher la fatigue, la solitude, l'usure du temps, et surtout, pourquoi ceux qui l'entouraient ont-ils choisi de maintenir le silence, alors même que son état empirait? L'image est restée gravée dans toutes les mémoires. Jean-Paul Belmondo, accoudé à une fenêtre, saluant ses fans d'un geste lent, presque figé. Nous étions en 2001, quelques mois après ce terrible AVC qui allait tout changer. Le corps de Bébel, autrefois sculpté par les cascades et les années de boxe, semblait soudain fragile, comme si un pan entier du cinéma français venait de vaciller. Ce jour-là, le héros était tombé, pas devant la caméra, mais dans la vraie vie. L'événement était inattendu. Personne ne s'attendait à ce que cet homme si solide, si vivant, soit frappé aussi brutalement. Le choc fut immense, mais encore plus surprenant fut son silence. Il refusa toute dramatisation. Pas de longues interviews, pas de larmes publiques. Seulement ce mutisme digne et ce regard qui disait tout. « Je suis encore là, ne m'enterrez pas ». Et il n'était pas prêt à l'être. Contre toute attente, Belmondo décida de revenir. Moins d'1 an après son AVC, il accepte de tourner Un homme et son chien 2008. Un film émouvant, douloureux même, tant il trahit l'état physique de l'acteur. Le public découvre un Belmondo ralenti, fatigué, la diction laborieuse. Certains crient au courage, d'autres au déni. Une rumeur enfle, aurait-il dû arrêter? Ce retour, trop brutal, fut-il une erreur? Mais pour Belmondo, il ne s'agissait pas de cinéma. Il s'agissait de dignité, de prouver qu'il n'était pas fini. Ce fut son dernier combat public. À partir de là, les apparitions deviennent rares. On le voit lors d'hommages, de cérémonies, de remises de prix. Toujours souriant, toujours digne. Mais il parle peu, très peu. Et lorsqu'il le fait, ses mots sont lents, pesés, presque douloureux. En coulisses, ses proches racontent un homme diminué, parfois désorienté. Il se fatigue vite, il oublie, il s'épuise. Mais il ne se plaint jamais. Et c'est là que le véritable conflit se noue, non pas un scandale public, mais un drame intime. L'un de ses amis confiera, Jean-Paul refusait qu'on le voie faible. Il aurait préféré disparaître que d'apparaître affaibli. Cette phrase résume tout. Son orgueil, sa pudeur, sa peur de trahir le mythe. Peu à peu, le cercle se resserre. Seuls ses enfants et quelques amis très proches le voient encore régulièrement. La presse le dit, fatigué mais serein. En réalité, Belmondo est déjà ailleurs. Dans un monde où le passé pèse plus lourd que le présent, où les souvenirs deviennent des refuges, et c'est dans cette atmosphère de silence que l'on atteint le point culminant, les derniers mois de sa vie. Des mois marqués par un déclin progressif, une fatigue chronique et surtout cette sensation d'effacement volontaire. Il n'a jamais voulu d'un adieu public. Pas de caméra, pas de déclaration lacrymale, pas de témoignage orchestré. Le 6 septembre 2021, c'est son avocat, maître Michel Godest, qui annonce la nouvelle. Il s'est éteint paisiblement. Une phrase simple, presque anodine. Mais derrière cette sérénité apparente, il y a une réalité plus sombre. Jean-Paul Belmondo était épuisé. C'est ce mot que ses proches ont utilisé. Épuisé par les années, par la maladie, par le combat silencieux qu'il menait depuis 2 décennies. Cette fin, loin des projecteurs, est à l'image de ce qu'il redoutait. Une disparition lente, sans éclat, dans l'ombre. Et pourtant, elle révèle une vérité bouleversante. Le héros qui sautait d'un toit à l'autre, qui riait face au danger, a fini par tomber non pas dans le fracas, mais dans un souffle discret. Ce que l'on ne vous a jamais dit sur la mort de Jean-Paul Belmondo, c'est qu'elle n'a surpris personne dans son entourage. Ce n'était pas une tragédie soudaine, mais une longue marche invisible vers l'inévitable. Depuis des années déjà, les siens le voyaient décliner. Lentement, silencieusement. Et cela, c'est la vérité que personne n'a voulu regarder en face. Ce n'était plus qu'un murmure dans les couloirs des appartements feutrés parisiens. Jean-Paul ne sort plus, il ne parle presque plus. Il est fatigué. On le disait affaibli, certes,
Mais jamais on n'a évoqué ce que certains proches osaient à peine nommer une lente extinction de l'esprit, une forme de déconnexion, une fatigue plus profonde que celle des muscles. Les coulisses de ces dernières années sont peuplées de silences pesants, des amis d'autrefois qui n'osaient plus appeler, des rendez-vous manqués. Et cette phrase, entendue chez un confident, ce n'était plus vraiment lui, comme si l'âme de Belmondo avait commencé à s'éloigner bien avant son dernier souffle. En vérité, la fin de Bébel a été un abandon progressif. Pas de cris, pas de scandale, seulement une acceptation. Une résignation même, disent certains. L'homme qui incarnait l'énergie pure ne luttait plus. Il observait, il se retirait, et tout autour de lui, on a respecté ce retrait. Peu être par amour, peu être par pudeur, ou peu être par peur de trahir une image trop brillante pour supporter l'ombre. Il y a une scène que peu de gens connaissent, racontée par un membre du personnel soignant. Jean-Paul Belmondo, assis dans son fauteuil, regardant des extraits de ses anciens films en silence. Pas un mot, juste un sourire doux, presque triste, comme s'il revoyait une vie passée appartenant à quelqu'un d'autre. C'est dans ce silence que s'est jouée la dernière scène de sa vie. Une scène sans dialogue, juste la lumière qui baisse. Et puis, ce mot, celui que son avocat a lâché au public. Épuisé. Un terme presque cruel tant il est éloigné de l'image que l'on garde de lui. Mais c'est la vérité, nue. Il était épuisé. Épuisé par la lutte contre un corps qui ne répondait plus, par la mémoire qui se fragilisait, par une vie d'adrénaline qui s'était soudain figée. Les médias, eux, ont choisi la pudeur. Les hommages furent sobres, émus, mais aussi pleins de non-dits. Aucun ne s'est risqué à parler des dernières années en détail. Il fallait préserver la légende. Bébel devait rester debout, même dans la mort. Le public, de son côté, a réagi avec une forme de déni poétique. Pour beaucoup, Jean-Paul Belmondo était immortel. Il n'était pas censé mourir dans un lit, mais en pleine course, en plein saut, au sommet d'un immeuble ou en fuyant la police dans une ruelle en noir et blanc. Mais il est parti dans le silence. Un silence presque trop parfait, trop propre. Et c'est là que réside la plus grande tragédie, la fin d'un homme devenu mythe et que l'on a laissé s'effacer sans bruit pour ne pas abîmer le souvenir. Comme si on avait peur de confronter l'ultime vérité, que même les héros meurent et que parfois, ils meurent seuls. Rappelez-vous ce que vous avez vécu en regardant ces films, ce frisson quand il souriait à la mort, cette chaleur quand il riait avec les femmes, ce feu qui brillait dans ses yeux. Ce feu s'est éteint depuis longtemps déjà, mais personne n'a osé l'avouer. Dans le théâtre immense du cinéma français, Jean-Paul Belmondo n'était pas simplement un acteur, il était une présence. Une figure solaire, imprévisible, un souffle d'audace dans un monde de poses apprises. Il a été le voyou charmant, le héros bondissant, l'amoureux éperdu, le bouffon tragique. Et pendant plus de 40 ans, il a incarné une forme d'idéal viril, populaire, presque mythologique. Mais voilà le paradoxe cruel. Plus un mythe est fort, plus sa chute est silencieuse. Nous, à la chaîne, avons toujours vu en Jean-Paul Belmondo une icône atypique. Il n'a jamais vraiment joué le jeu des stars classiques. Il riait de lui-même, il fuyait le pathos, il refusait d'entrer dans les cases. Il était libre, viscéralement. C'est peu être pour cela que sa fin nous bouleverse tant. Car ce que révèle sa mort, au fond, ce n'est pas seulement la disparition d'un homme, c'est l'aveu que même les légendes sont rattrapées par la réalité. Et que nous, en tant que société, préférons détourner les yeux plutôt que de les voir s'effondrer. Dans ces derniers instants, Jean-Paul Belmondo n'a pas été médiatisé. Aucun live, aucune déclaration publique excessive. On aurait pu croire qu'il s'agissait de respect. Mais était-ce vraiment le cas ? Ou bien une stratégie implicite pour éviter de ternir l'image d'un héros qu'on voulait figer dans l'éternité de sa jeunesse ? Car si Belmondo était toujours apparu comme un homme libre, il semble que sa fin ait été muselée par notre besoin collectif de le garder invincible. On n'a pas accepté sa faiblesse, on ne l'a pas montré. On l'a protégé, mais à force de protéger l'image,
on a peu être abandonné l'homme. Ce silence, ce vide autour de ces dernières années, dit quelque chose de profond sur notre rapport aux idoles. On les célèbre tant qu'elles brillent, puis on les cache dès qu'elles déclinent. Or, c'est précisément dans cette phase crépusculaire que l'humanité des géants nous touche le plus. Jean-Paul Belmondo, diminué mais digne, valait autant sinon plus que le Bébel des années 70. Alors que reste-t-il aujourd'hui? Une légende? Oui, un regret aussi. Celui de ne pas avoir vu, su ou voulu entendre la vérité plus tôt. Celui de l'avoir laissé s'éteindre à l'écart, sans témoin, sans écho, dans un anonymat étrange pour un homme tant aimé. Et vous, qu'en pensez-vous? Fallait-il préserver l'image au prix de la vérité? Avez-vous, comme nous, ressenti ce malaise étrange en apprenant qu'il était mort paisiblement alors qu'il luttait depuis tant d'années? Racontez-nous votre vérité, car chaque spectateur a son propre Belmondo. Le nôtre, c'est celui qui riait, qui tombait, qui se relevait, et qui, même dans l'ombre, n'a jamais cessé d'être un héros. Il y a des silences qui en disent plus long que tous les dialogues. Celui de Jean-Paul Belmondo, dans ces derniers jours, en faisait partie. Quand on revoit ses films aujourd'hui, on n'y voit plus seulement le sourire insolent, les cascades spectaculaires ou les clins d'œil complices à la caméra. On y perçoit aussi un souffle qui nous manque. Un temps révolu. Une manière d'exister sans filtre, sans cynisme, sans artifice. Belmondo, c'était l'incarnation d'un cinéma vivant, organique, où les émotions se lisaient dans les gestes et les regards, pas dans les effets spéciaux. Il a été l'ami d'une génération entière, le frère d'une autre, l'amant imaginaire de milliers de cœurs, et surtout, il a été fidèle à lui-même jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'est éteint dans un silence que nous avions refusé d'entendre, qu'il a souffert plus qu'on ne l'a dit, qu'il a combattu sans bruit, avec une pudeur presque héroïque. Ce n'est pas une chute, c'est un départ digne, discret, à l'image de ceux qui n'ont jamais eu besoin d'en faire trop pour marquer les esprits. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant, vous les connaissez. Et peut-être, en fermant les yeux, entendrez-vous encore sa voix dans un vieux film. Peut-être que quelque part en vous, l'enfant, l'adolescent ou l'adulte que vous étiez, se souviendra de ce que c'était d'avoir un héros qu'on croyait immortel. Ce frisson, ce rire, ce cœur qui bat à l'unisson avec l'écran. Jean-Paul Belmondo ne reviendra pas, mais il est toujours là, dans chaque rue de Paris qu'il a foulée à l'écran, dans chaque saut impossible, dans chaque silence éloquent. Et tant qu'on parlera de lui, il ne sera jamais tout à fait parti.